Bonjour à tous et bienvenue au deuxième cours de Principes d'imagerie biomédicale GBM 8378. Mon nom est Julien Cohen-Haddad. Alors voici un rappel de notre plan de cours général. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie du chapitre Outils mathématiques qui porte sur l'évaluation de la qualité des images. Faisons d'abord un bref rappel sur les points importants que nous avons couverts lors du précédent cours. Nous avons d'abord passé en revue les différentes modalités d'imagerie, en expliquant très rapidement leurs principes de fonctionnement. Nous avons ensuite discuté la théorie des signaux et systèmes, puis nous avons notamment introduit la définition de système linéaire et invariant par translation, Linear Shift Invariant, ou système LSI en anglais. Alors je vous avais donné un petit exercice à faire. G de xy égale xy fois f de xy. Donc ça, c'est un système. La question était de savoir si ce système est LSI. Alors vous trouverez les détails de la démonstration dans les notes de cours associées à ces slides. La réponse est que le système est linéaire, mais il n'est pas invariant par translation. Alors une propriété importante des systèmes LSI est que la sortie peut être décrite comme la convolution entre le signal d'entrée et la fonction de réponse impulsionnelle, Point Spread Function ou PSF. Alors on notera aussi qu'une convolution dans le domaine image ou temporel correspond à une multiplication dans le domaine de Fourier, c'est-à-dire le domaine spectral. Et la transformée de Fourier de la fonction de réponse impulsionnelle, de la PSF, est appelée la fonction de transfert. Enfin, nous avons vu le théorème de Nyquist-Shannon, qui dit que l'échantillonnage d'un signal doit être fait avec une fréquence d'échantillonnage au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximum du signal. Okay. Sans quoi, on peut avoir des artefacts d'aliasing. Alors comment décider si une image est de bonne qualité? Le diagnostic repose sur la détection de certains attributs observés sur les images médicales, donc la qualité des images est un critère très important. Imaginez que vous êtes en charge d'évaluer les performances d'un nouveau système d'imagerie à émission de positrons, un PET scanner, à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Comment allez-vous quantifier la qualité des images produites par ce système? Alors, le but du cours, c'est de présenter certains éléments de la théorie et de la détection qui permettront de mesurer les performances du système d'imagerie médicale, donc dans un but diagnostique. Donc, reprenons l'exemple du PET scanner. Vous voudrez quantifier la sensibilité de l'appareil pour détecter, par exemple, des tumeurs métastatiques. Cette détection dépend de la résolution de l'image, du niveau de bruit et de possibles artefacts, etc. L'autre intérêt dans la quantification de la qualité des images concerne l'optimisation et ou l'amélioration des systèmes. Par exemple, si on vous demande d'acheter un système IRM pour un service en radiologie, quel système allez-vous acheter? Là encore, avoir accès à des critères quantitatifs pour mesurer la qualité des images sera très utile. Alors ça nous amène à maintenant parler de la perception des images. Avant de parler de critères quantitatifs, parlons de ce qu'est une image et de ce que nous percevons dans une image. Cette perception est un phénomène complexe qui dépend notamment de la qualité de la représentation de l'objet, comme par exemple le rapport signal à bruit, le contraste, etc. De la taille de l'objet. Par exemple, un objet très petit sera beaucoup plus difficile à détecter qu'un objet plus grand. Également l'information contextuelle et les connaissances a priori. Par exemple, pour le diagnostic de la sclérose en plaques, le radiologue va regarder l'image IRM et rechercher la présence de lésions dans le système nerveux central. Donc s'il voit des lésions ailleurs, par exemple dans les os ou à l'extérieur du système nerveux central, dans les muscles, eh bien, ça ne pourra pas correspondre à des lésions de sclérose en plaques. Donc ça, c'est un exemple d'a priori spatial. Et enfin,
la perception dépend de la qualité de l'observateur. Donc, demandez à deux radiologues d'analyser une image, ils n'auront pas forcément le même diagnostic. Okay. Pour pallier à cette dépendance, dans les articles de recherche, on calcule souvent ce qu'on appelle le coefficient de variation pour attester la variabilité inter-experts. Pour illustrer mon propos de la dépendance de l'observateur, voici une peinture de Dali. Certains verront en premier plan un chien, ici avec la tête du chien, le chien qui regarde à droite. Et d'autres verront en premier un visage, avec les yeux, le nez et la bouche. Okay. Donc ceux qui ont faim verront en premier les fruits. Alors comme vous vous en doutez, le cours d'aujourd'hui portera sur la qualité de la représentation de l'objet. Quels processus de réflexion nous permettent de quantifier la qualité d'une image? Alors, essayons de trouver des critères quantitatifs. La luminance est importante, c'est-à-dire l'intensité du signal. L'identification de l'objet d'intérêt de l'arrière-plan. Par exemple, identifier une tumeur dans un cerveau. Donc pour cela, il faut que le signal dans la tumeur soit différent du signal dans le cerveau. Okay. L'intégrité de l'image. Est-ce que l'image est fidèle à l'objet imagé? Par exemple, est-ce qu'il y a des distorsions dans cette image? Donc là, vous devez faire le lien avec le cours précédent. On peut reformuler la phrase comme « Est-ce que le système est invariant par translation ?» Enfin, à partir de quels critères et de quel seuil décide-t-on qu'un objet est détecté? Donc là, on touche à la théorie de la détection. Tout ce processus nous guide vers la sélection de mesures permettant d'évaluer qualitativement et quantitativement la qualité d'une image. Et ces critères sont donc le contraste, la résolution, le bruit, les artefacts et la notion d'exactitude. Alors commençons à définir le contraste. Le contraste permet de différencier l'objet d'intérêt de l'arrière-plan. Par exemple, encore une fois, une tumeur dans du tissu normal. L'objet d'intérêt peut être une structure anatomique normale. Comme vous le voyez ici, vous avez 4 IRM provenant du même patient. Mais chaque IRM utilise un contraste différent, mettant en exergue la matière blanche, le cortex, le liquide cérébrospinal ou les artères. L'objet d'intérêt peut aussi être une structure pathologique, comme ici. Vous avez 3 contrastes d'IRM différents qui présentent une lésion de sclérose en plaques. Cette lésion apparaît en hyposignal sur l'image T1, comme on le voit ici, c'est-à-dire le signal qui est plus faible que le signal environnant. Il apparaît en hypersignal sur les contrastes T1 avec injection de gadolinium et T2. Le contraste a pour origine une différence de signal entre les tissus. Et cette différence de signal peut être induite par des composants chimiques différents, des densités différentes, etc. De façon intuitive, des contrastes élevés permettent d'identifier les anomalies plus rapidement. Le contraste n'est pas seulement dépendant du tissu, mais peut être modulé par certaines techniques. Par exemple, par ajout d'iode en imagerie par rayon X, l'iode a un numéro atomique très élevé et une forte absorption des rayons X. Comme on l'a vu à la slide précédente, en IRM, on peut aussi injecter du gadolinium pour augmenter le contraste des lésions en pondération T1, car le gadolinium réduit fortement le temps de relaxation T1. Alors, comment quantifier ce contraste? Considérons un signal périodique et estimons la modulation. La modulation correspond au ratio entre la différence f max moins f min divisé par 2, f étant la valeur du signal dans l'image,
Donc c'est la différence Fmax moins Fmin divisé par 2 et la moyenne Fmax plus Fmin divisé par 2. Donc en gros, on cherche à voir comment la différence se compare à la moyenne. Ici, MF représente le contraste. Et on parle aussi de contraste global. Donc là, on fait l'hypothèse que F est supérieur à 0, donc MF est compris entre 0 et 1. Si Fmin vaut 0, alors MF vaut 1. C'est-à-dire un contraste maximum. En imagerie, si l'arrière-plan Fmin est non nul, alors le contraste sera réduit. Alors pour simplifier le problème, on va considérer un signal sinusoïdal, f de xy égale a plus b sinus de 2pi u0x. Que vaut le contraste? Faites une pause, réfléchissez. Comme la fonction sinus est bornée entre moins 1 et 1, la fonction f est bornée entre a moins b et a plus b. Donc on trouve que le contraste MF vaut b sur a. Un critère pertinent pour un système d'imagerie médicale est de comparer le contraste qu'on met en entrée du système et celui en sortie. Comment on peut procéder? Eh bien, on peut utiliser la fonction de transfert. Alors voici un quiz que je vous invite à faire chez vous, qui est tiré du livre de Prince and Links. Et le but ici, c'est de trouver l'expression de la fonction g en sortie du système, ayant une fonction de transfert h, pour une entrée 2D et symétrique. Alors la solution est indiquée ici, et cette solution va nous servir pour la suite de la présentation. Donc, à partir du quiz précédent, pour une fonction f symétrique, selon x, g de xy peut s'exprimer sous cette forme. A fois h00 plus b, valeur absolue de h u0, 0, fois sinus de 2pi u0x. Donc, g est un signal sinusoïdal avec la même fréquence que f, mais qui est modulé en amplitude par une fonction. Et cette fonction-là, elle dépend elle-même de la fréquence. D'accord? Donc on retrouve facilement l'expression de la fonction de modulation de g. mg égale b, valeur absolue de h u0, 0, divisé par a h pris au point 0, 0. Donc ce qu'on remarque, c'est que la modulation de sortie dépend de la fréquence de modulation u0. Donc en d'autres termes, le contraste de l'image, qui est défini par mg, est changé en fonction de la fréquence du signal en entrée. Donc maintenant, on introduit la fonction de transfert de modulation, MTF, qui correspond au ratio entre mg et mf. Donc finalement, la MTF représente la réponse en fréquence du système. Et ce qu'on voit ici, c'est que la MTF peut être obtenue directement par la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle H. Alors ici, vous avez une représentation schématique de ce qu'on vient de voir. Le sinus est atténué en sortie et le niveau d'atténuation va dépendre de la fréquence du signal. Alors quelles sont les implications de la MTF? Eh bien, par exemple, une diminution de la MTF à haute fréquence implique un floutage de l'image en sortie, c'est-à-dire une atténuation des hautes fréquences de l'image en sortie. Alors voici une illustration de ce phénomène. Vous avez trois types de MTF en bas, avec un niveau d'atténuation des hautes fréquences qui varie pour ces trois MTF. La première, à gauche, atténue un peu avec les hautes fréquences et on voit que l'image par rayon X est relativement bien définie. Alors que la troisième MTF, ici, atténue fortement les hautes fréquences et dans ce cas, l'image apparaît beaucoup plus floutée. Donc on a vu jusqu'à présent le contraste global qui est calculé entre le min et le max de l'image. Mais cette définition n'est pas très utile si on souhaite quantifier le contraste local, c'est-à-dire le contraste avec un objet
par exemple une tumeur et le tissu sain périphérique. Donc pour cela, on va définir le contraste local comme suit. Ft moins Fb divisé par Fb, avec Ft le signal de l'objet d'intérêt et Fb le signal dans l'arrière-plan. Okay, B qui vient de background. Alors une question pertinente qui aura un intérêt plus tard, c'est comment varie le contraste si on augmente l'intensité de l'image uniformément par la valeur S? Est-ce que le contraste est changé? Alors je vous laisse faire une pause et réfléchir à cette question. Si on ajoute un signal S uniformément dans l'image, eh bien si on fait ça, si on ajoute S à f de t et f de b, eh bien on aura ft plus s moins fb moins s, d'accord? Donc le s va s'annuler ici, par contre il va s'ajouter là, on aura fb plus s. Donc le contraste local va diminuer, d'accord? C'est notamment la raison pour laquelle on met des collimateurs en imagerie nucléaire ou en rayon X. C'est pour justement diminuer l'incidence des rayons parasites qui viennent de l'extérieur et puis ajoutent du bruit additif sur l'image qui a pour effet de réduire le contraste local. Alors passons maintenant au deuxième critère de quantification de la qualité des images, la résolution. La résolution reflète la capacité d'un appareil à différencier des objets. En imagerie, on parle de résolution spatiale, mais si on fait par exemple de la spectroscopie par résonance magnétique où on étudie les spectres, alors là on parle de résolution spectrale. Donc dépendamment du domaine, de la modalité, la résolution peut être définie en une dimension, deux dimensions, trois dimensions. Intuitivement, en imagerie, la résolution spatiale correspond au niveau de détail de l'image. Alors comment évaluer la résolution du système? Eh bien, en référence au cours précédent, on doit utiliser la réponse impulsionnelle au système ou la PSF. Alors pratiquement, si on utilise une impulsion linéaire, on aimerait savoir à quoi ressemble cette ligne après être passée par le système d'imagerie. La résolution d'un système peut être caractérisée par ce qu'on appelle la largeur à mi-hauteur. Vous avez déjà probablement entendu le terme en anglais Full Width at Half Maximum ou FWHM. Pour la calculer, il suffit d'identifier le maximum du signal, ici, prendre la moitié sur l'axe des Y, et puis calculer l'écart entre ce point et ce point sur l'axe des X. Si deux points sont à une distance supérieure ou égale à la largeur à mi-hauteur du système, alors ces deux points pourront être séparés. C'est de là que vient le concept de résolution. La largeur à mi-hauteur détermine donc la distance entre deux lignes qui peuvent être résolues après imagerie. Plus la largeur à mi-hauteur est petite et plus la résolution est grande. Ceci peut se formaliser. Alors voyons comment formaliser la résolution pour une réponse à une impulsion linéaire. Donc, on va prendre un système qui a une PSF isotrope et normée à 1. Alors ici, isotrope signifie que la PSF a une symétrie centrale. On va considérer la réponse du système à une ligne infinitésimale, delta L. Alors cela correspond à convoluer delta L avec la PSF petit h. Ce qui donne cette ligne verticale floutée. Lx, qu'on appelle la Line Spread Function ou LSF. Comme la PSF est isotrope, L de x égale L de moins x, la fonction de transfert est normalisée, donc L de x est normée, donc l'air sous sa courbe vaut 1. Par ailleurs, la fonction de transfert L de x est grand L de u, et puis vaut grand H de U au 0. Alors on voit comment la transformée de Fourier de la PSF est reliée à la fonction de transfert, grand H.
Alors, quelle est l'implication de ces résultats? Comme la transformée de Fourier de L de x permet d'obtenir la fonction de transfert, on peut estimer la PSF à partir de la LSF, de la fonction de réponse de ligne. Alors pourquoi est-ce intéressant? Eh bien parce qu'il est plus simple de calibrer un système d'imagerie, comme un oscilloscope, à partir d'une ligne versus un point. Alors voici un quiz qui illustre un cas courant, une chaîne de systèmes LSI. Les systèmes d'imagerie ont souvent plusieurs processus en chaîne, représentés par une cascade de fonctions de transfert. Alors ceci peut se formaliser par l'équation suivante. G de xy égale h1 de xy convolué à h2 de xy et ainsi de suite, convolué à hn de xy, convolué à notre signal en entrée f de xy. Alors dans l'espace de Fourier, cette convolution est représentée par un produit et la résolution s'évalue simplement en prenant le produit dans Fourier des fonctions de réponse de ligne, grand H de i. Alors l'exercice est le suivant. Évaluer la largeur à mi-hauteur d'un tel produit si chaque fonction de transfert est une gaussienne de moyenne nulle et de déviation standard sigma. Alors la solution se trouve dans les notes de cours de cette slide. Alors en pratique, comment fait-on pour évaluer la résolution spatiale? Eh bien on utilise des objets appelés fantômes, qui incluent des éléments très petits, orientés et espacés différemment. Une fois qu'on obtient leur image, on peut décider de la fidélité par rapport à la vérité de terrain, qui est le fantôme. On note que ces fantômes sont aussi très utiles pour attester la présence d'artefacts, comme on le verra plus loin dans ce cours. Alors je vous ai mis ici un lien vers un article qui décrit les fantômes utilisés en imagerie nucléaire, par exemple. En général, lorsque vous êtes devant une console d'acquisition, que ce soit en imagerie optique, IRM, imagerie nucléaire, vous avez la possibilité d'augmenter la résolution spatiale, en baissant la taille du pixel le plus possible. Alors pourquoi vous n'iriez pas vers une résolution spatiale la meilleure possible? Eh bien parce qu'un autre critère vous retiendra toujours, il s'agit du niveau de bruit. D'accord? Une règle générale, c'est que meilleure est la résolution spatiale, plus important sera le niveau de bruit. Alors ça nous amène au prochain critère de qualité d'image, le bruit. Une caractéristique intrinsèque des systèmes de mesure est le bruit. Définissons ce que nous entendons par bruit. Dans le cadre d'une image, ce bruit est un ensemble de fluctuations aléatoires. On parle de bruit stochastique. Le bruit provient de l'électronique du système, température, système de convertisseur analogue digital, et ou des éléments de détection, c'est-à-dire les processus statistiques en lien avec la détection, comme on le verra un peu plus tard. La structure du bruit dépend de la physique du problème. Par exemple, on verra qu'en IRM, on a généralement un bruit gaussien, alors qu'en imagerie nucléaire, le bruit est distribué selon une loi de Poisson. Alors attention, parfois des processus physiologiques non aléatoires, donc déterministes, sont nommés bruits physiologiques, par abus de langage. Par exemple, des fluctuations cardiaques captées en IRM ou en imagerie optique. Dans le cadre de ce cours, quand on parlera de bruit, on fera toujours référence au bruit stochastique non déterministe. D'accord ? Alors pour décrire le bruit, on introduit la notion de variable aléatoire. Une quantité numérique associée à un événement aléatoire est une variable aléatoire. Alors, plusieurs réalisations de l'expérience mèneront à différents résultats. Par exemple, si vous lancez une pièce de monnaie, la variable aléatoire pourra prendre les valeurs pile ou face. Si vous lancez deux pièces, la probabilité d'avoir
pile et pile vaut 0,25, d'avoir pile et face vaut 0,5, parce que vous pouvez faire pile et face ou alors face et pile. Et la probabilité d'avoir face et face vaut 0,25. Okay. Si vous êtes riche et que vous avez un grand nombre de pièces à lancer, la distribution va tendre vers une distribution binomiale. Maintenant, si vous accumulez toutes les probabilités de chaque événement possible, vous retrouvez ce qu'on appelle la fonction de distribution cumulative, ou CDF, pour Cumulative Distribution Function. Cette fonction tend vers 1, puisque l'union de tous les événements possibles, aussi appelés oméga, a une probabilité de 1 de survenir. Et une variable aléatoire, n ici, peut être décrite comme sa fonction de distribution cumulative. Alors, si la distribution cumulative est continue, n est une variable aléatoire continue. On peut définir la fonction de densité de probabilité, ou Probability Density Function, PDF, comme étant la dérivée de la CDF. L'interprétation pratique est que grâce à la PDF, vous pouvez connaître la probabilité de n'importe quel événement. En général, cette densité n'est pas connue, et la variable aléatoire est souvent décrite par sa moyenne et sa variance. Alors voici un quiz où l'objectif est de trouver la moyenne et la variance pour ces deux distributions. La distribution uniforme et la distribution gaussienne. Alors les solutions sont en bleu et les démonstrations sont disponibles dans ces notes de cours. Nous avons décrit les propriétés de probabilité pour les fonctions continues. Décrivons maintenant les propriétés pour les distributions discrètes. Certains bruits proviennent de processus discrets. Dans ce cas, on définit PRn de n égale eta i, qui correspond à la probabilité que la variable discrète n prenne exactement la valeur eta i. Alors on appelle cette fonction PRn la fonction de probabilité de masse. Comme pour la CDF, la somme de tous les événements discrets possibles vaut 1. Un cas particulier de la distribution discrète est la loi de Poisson, qui vient du mathématicien Siméon Denis Poisson. Selon cette loi, la probabilité d'avoir k occurrences pendant une certaine durée vaut lambda k fois exponentielle de moins lambda divisé par factoriel de k, où ici lambda vaut le nombre moyen d'événements qui surviennent pendant un intervalle fixé. Par exemple, si un certain type d'événement se produit en moyenne 4 fois par minute, pour étudier le nombre d'événements qui se produisent dans un laps de temps de 10 minutes, on choisit comme modèle une loi de Poisson de paramètres lambda égale 10 fois 4, 40. Alors à droite, vous avez une illustration de loi de Poisson pour un appareil de mesure qui compte l'arrivée d'événements, comme c'est le cas pour l'imagerie nucléaire, où chaque photon gamma va être compté. Par exemple, pendant le premier intervalle, delta T1, l'appareil reçoit 2 photons. Durant le deuxième intervalle, de durée un peu différente, l'appareil reçoit 1 photon, et ainsi de suite. Ici, vous avez plusieurs distributions de Poisson selon certaines valeurs de lambda. Une propriété importante de la loi de Poisson est que la moyenne vaut lambda et que la variance vaut la moyenne, donc vaut également lambda. Alors on verra que c'est une propriété qui est notamment utilisée lorsqu'on veut calculer le rapport signal à bruit d'une image. Donc, maintenant que nous avons vu les concepts de probabilité des variables aléatoires continues et discrètes, venons-en à l'aspect pratique, comment mesurer le niveau de bruit dans une image. La sortie d'un appareil est la somme de deux composantes, le signal théorique H convolué à F et le bruit additif
n, qui est une variable aléatoire. La sortie du signal complet, G bruité, est donc une variable aléatoire. Alors, une métrique dont vous avez probablement tous entendu parler, c'est le rapport signal à bruit, en anglais Signal to Noise Ratio, SNR. Comme l'amplitude du bruit est souvent reliée à l'amplitude du signal, l'idée du SNR est de normaliser le signal d'intérêt par l'amplitude du bruit, comme c'est représenté ici. Alors prenons un exemple, ces trois images. On voit intuitivement que le rapport signal à bruit diminue de gauche vers la droite. Mais comment calculer ce SNR? Alors il y a plusieurs façons de le faire, chacune ayant des avantages et des inconvénients, mais sans rentrer dans les détails, une façon communément acceptée est de mesurer le signal moyen dans une région d'intérêt, par exemple un carré de 10 pixels par 10 pixels. Okay. Donc là, on va prendre le signal dans le cerveau, qui est une région d'intérêt. Ça va correspondre, si on fait la moyenne, ça va correspondre à notre amplitude de f. Ensuite, on sélectionne une région dans l'air, dans le background, où nous ne sommes pas censés avoir du signal. Ça correspond au carré bleu ici. Et dans ce carré bleu, on ne va pas calculer la moyenne, mais on va calculer la déviation standard du signal pour les pixels dans cette région-là. L'idée ici, c'est on fait l'hypothèse d'un bruit gaussien, et donc l'amplitude du bruit correspond à la déviation standard du signal pour les pixels dans le background. Donc, en reprenant l'exemple précédent, le SNR pour un bruit gaussien se calcule comme la moyenne du signal divisé par la déviation standard du bruit. Pour une distribution de Poisson, en reprenant la même formule, on se souvient que la moyenne vaut la variance. Donc le SNR s'écrit comme la racine carrée de la moyenne. Alors ici, le SNR est sans unité, mais parfois on vous demandera de l'exprimer en décibels. Donc pour ce faire, utilisez la formule SNR en décibels égale 20 fois log décimal du SNR calculé. Alors nous avons parlé de bruit, maintenant parlons des artefacts en imagerie, à ne pas confondre avec les artefacts qu'on trouve à Hawaï. Alors qu'est-ce qu'on entend par artefact? Voici quelques exemples. Premier cliché, radiographie X, est une vue coronale de la tête. On voit une masse dense au niveau du cerveau. Alors de quoi s'agit-il? On pourrait penser à une pathologie, mais en fait il s'agit d'un artefact causé par la patiente qui était coiffée avec une queue de cheval. Donc elle avait une grosse densité de cheveux à cet endroit-là, et puis l'absorption des rayons X était plus grande à cet endroit, et donc donne l'illusion d'une masse dans le cerveau. Ce deuxième artefact, en CT scan, se manifeste avec des bandes diagonales, comme vous le voyez ici. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est une coupe axiale du cerveau. Et l'artefact est causé par un mouvement du patient pendant l'acquisition. Le patient a un petit peu bougé la tête et ça a causé un problème au niveau ça a causé ce type d'artefact au moment de la reconstruction des images. Alors regardons maintenant ce troisième artefact en ultrason. Celui-là, il est un peu plus difficile. Alors, il se manifeste par une bande verticale en pointillé, comme on voit là. Tout ça, ce sont des artefacts. Alors, à quoi est-ce qu'il a pu être causé, cet artefact? En fait, il est causé par la présence d'une cavité ayant une impédance acoustique très différente du reste des tissus, causant une interface à fort coefficient de réflexion. La sonde du transducteur se trouve en haut. Elle se trouve là. Et elle pointe vers le bas. Lorsque l'onde acoustique arrive à cette interface très échogène qu'on voit ici, ça c'est la région avec une impédance acoustique très différente. Lorsque l'onde acoustique arrive par là, une partie est réfléchie en bas de la cavité, elle rebondit en haut de la cavité, c'est-à-dire là,
Et à ce moment-là, une partie est transmise au transducteur et une autre partie est réfléchie vers le bas. Et puis ensuite, cette autre partie va être encore une fois réfléchie à l'interface, puis rebondir vers le haut, et encore une fois, une sous-partie va être transmise, une sous-partie va être réfléchie. D'accord ? Donc le système de reconstruction qui se trouve connecté au transducteur, lui, va interpréter chaque écho comme une interface échogène. Et donc il va représenter ça dans l'image avec ces bandes qui sont, dont la distance va correspondre à la distance, à l'épaisseur de cette zone avec une impédance acoustique différente. Généralement une zone vide avec de l'air par exemple. Donc il s'agit d'un artefact de réverbération. Le quatrième artefact concerne l'IRM. Il se manifeste avec une bande parasite en haut de l'image. Cette bande est causée par une interférence en radiofréquence, une interférence RF. Par exemple, une porte de la salle d'IRM était mal fermée et les antennes ont capté des appareils médicaux proches de la salle d'IRM qui émettent des signaux RF parasites. Il s'agit d'un artefact zipper. Le cinquième artefact concerne encore l'IRM. Et ici, il s'agit d'un spiking artifact. Il est causé par un signal très important dans le domaine de Fourier qui se traduit dans le domaine image par un signal sinusoïdal en 2 dimensions. Alors, cet artefact, qu'on appelle un spiking artifact, peut être causé par une forte décharge électrostatique pendant l'enregistrement du signal IRM. Alors, comment définir un artefact ? Une différence fondamentale entre un artefact et du bruit est que l'artefact est un phénomène non stochastique ou déterministe. A l'inverse, le bruit correspond à des fluctuations stochastiques ou aléatoires. Parfois, les artefacts sont systématiques, ils peuvent être reproduits lorsqu'on recommence une acquisition, ou non systématiques, comme mouvement du patient par exemple. Les artefacts ont leur origine dans leur mode d'acquisition. Par exemple, la taille et l'uniformité de la source ou du détecteur en radiographie X va produire plus ou moins de déformations dans les images. Mouvement du patient. Donc dans ce cas, il ne s'agit pas d'artefacts systématiques, car le patient ne bouge pas toujours de la même façon. Les distorsions qui peuvent être, par exemple, causées par la non-linéarité des gradients en IRM. Et un meilleur design du système d'imagerie peut aider. Donc, généralement, il y a une bonne corrélation entre la qualité du design et le prix de vente du système. La calibration du système est aussi très importante. Par exemple, lorsqu'on achète un système IRM, comme chaque aimant est différent, les employés du constructeur viennent dans le centre d'imagerie et puis placent des petites barres métalliques afin d'homogénéiser le champ magnétique. Il y a aussi des procédures de calibration dites actives qu'on va lancer avant chaque acquisition. Enfin, comme les artefacts sont des phénomènes non aléatoires et dans certains cas systématiques, comme pour les distorsions, on peut les quantifier avec des fantômes par exemple et les corriger les images acquises a posteriori. Donc il y a beaucoup de recherches qui se fait dans ce domaine-là. Par exemple, l'image que vous voyez ici, en haut à droite, est une IRM sagittale acquise avec un très grand champ de vue, de la tête jusqu'au niveau thoracique. Et donc ce qu'on voit, c'est que les bords de l'image ici dépassent la zone de linéarité des gradients magnétiques, ce qui cause une distorsion, ici et là. Comme on connaît les spécifications exactes des gradients qui sont fournis par le constructeur d'IRM, on peut calculer un champ de déformation et l'appliquer à l'image, ce qui donne cette image corrigée. Vous voyez ? C'est exactement cette image qu'on a prise en entrée et puis à laquelle on a appliqué un champ de déformation pour obtenir cette image corrigée. Alors parlons maintenant du 5e critère qui concerne l'exactitude. Alors avant de commencer,
Précision, ce qu'on entend par exactitude, car ce terme est souvent confondu avec le terme de précision. Alors ce sont deux concepts différents. L'exactitude, ou accuracy en anglais, est associée à trouver la valeur vraie. La précision, precision en anglais, est associée à trouver des valeurs reproductibles. Donc, imaginez par exemple que vous jouez aux fléchettes dans un bar, il est tard, vous avez bu beaucoup de bière, vous visez la cible, mais les coups sont souvent peu précis, et donc dans ce cas, votre exactitude est bonne, c'est-à-dire que en moyenne vous visez le centre de la cible, mais votre précision est très faible, comme ce qu'on voit à gauche. Par contre, vous êtes au bar avec votre ami qui joue lui aussi aux fléchettes, mais il n'a pas bu une seule goutte d'alcool. Par contre, il a oublié ses lunettes à la maison. Donc là, il va toujours tirer au même endroit. Il aura une très bonne reproductibilité, très bonne précision. Mais par contre, comme il a oublié ses lunettes, il va viser toujours à côté du centre de la cible. Donc mauvaise exactitude. Okay. Alors on peut faire le lien avec les concepts de bruit et d'artefacts qu'on a vus précédemment. S'il y a beaucoup de bruit dans les données, la précision est faible. S'il y a une distorsion ou un biais systématique dans les images, alors on parle d'artefacts. Okay. Alors il y a deux concepts en lien avec l'exactitude qui vont nous intéresser. L'exactitude dans la mesure de l'appareil médical et l'exactitude du diagnostic, qui est généralement faite par un médecin qui va interpréter l'appareil d'imagerie médicale. Concernant l'exactitude de mesure, un des buts de l'ingénieur biomédical est de limiter les biais possibles. Alors, les mesures obtenues pour le SNR, le contraste, résolution, doivent être jugées dans le cadre d'une application clinique. Par exemple, une résolution de 2 mm par 2 mm pourrait être suffisante pour la détection d'une tumeur, mais pas pour la détection de lésions en sclérose en plaques. Alors, notre intérêt fondamental sera la capacité de l'appareil à faire un diagnostic. Les images auront des erreurs systématiques. Il faudra donc une méthode permettant de valider un appareil. Et cette méthode sera intrinsèquement liée à la capacité de diagnostic d'une maladie. Donc ça nous amène au concept de sensibilité et spécificité. On classifie un test diagnostique en utilisant un paramètre selon deux facteurs. La sensibilité, qui correspond au taux de vrai positif, c'est-à-dire la capacité du test ou de l'appareil à détecter une pathologie quand elle existe. Et la spécificité, qui correspond au taux de vrai négatif, c'est-à-dire la fraction de personnes qui n'est pas malade et qui sont effectivement détectées comme non malades ou comme sains. Alors pour quantifier la sensibilité et la spécificité, on va introduire les variables suivantes. A, le nombre de patients malades vus malades. B, le nombre de patients normaux vus malades. Donc ça c'est pas un smiley face parce qu'on ne veut pas ça. C, le nombre de patients malades que le test voit normaux. Ça on veut encore moins. Et D, le nombre de patients sains que le test voit sains. Ça c'est bien. Alors la sensibilité, elle vaut A sur A plus C, c'est-à-dire le nombre de personnes malades divisé par toutes les personnes malades. Et la spécificité, elle vaut D sur B plus D, donc le nombre de personnes saines sur toutes les personnes saines. Donc, idéalement, si vous développez un test diagnostique un jour, vous visez une sensibilité de 1 et une spécificité de 1. Alors l'exactitude du diagnostic, elle va combiner sensibilité et spécificité en une seule variable. En général, les tests d'imagerie seront confirmés par un standard, qui va être généralement plus invasif, comme une biopsie par exemple. Comme on l'a vu précédemment, notre but sera de maximiser la sensibilité et la spécificité. Et en général, il faut faire un choix mitoyen entre les deux.
Alors ce choix, il est basé sur le bénéfice-coût de détecter ou de ne pas détecter des patients malades. Donc il dépend notamment de la dangerosité de la maladie. D'accord ? Donc pour prendre une bonne décision, il faut pouvoir visualiser la sensibilité et la spécificité sur un seul graphe. Et ça nous amène au concept de courbe ROC. Alors reconnaître et décider de la présence d'une tumeur dans une image médicale donnée dépend de plusieurs facteurs. Des facteurs qui sont reliés à l'image, contraste, résolution, taille de l'objet, et ceux liés à l'observateur, connaissance contextuelle, expérience, degré de certitude adopté. L'analyse ROC, de l'anglais Receiver Operating Characteristics, issue de la théorie de détection du signal, permet de déterminer si un système d'imagerie est meilleur qu'un autre pour une détection, décision donnée. L'analyse ROC est développée à partir de modèles bayésiens. Elle va décrire la probabilité d'occurrence de vrais positifs en fonction de la probabilité d'occurrence de faux positifs. Alors avant de commencer une analyse ROC, il faut un groupe de personnes saines et un groupe de personnes malades. Généralement, on va chercher à avoir le même nombre de personnes dans chaque groupe, ce qui permet d'améliorer la puissance statistique du test statistique. On va également chercher à balancer les deux groupes selon des variables indépendantes, qui pourraient avoir une influence sur le diagnostic, comme le sexe et l'âge. Ensuite, on va aller chercher une métrique pour séparer ces deux groupes. Par exemple, la taille de l'hippocampe dans le cerveau, calculée à partir d'IRM. On sait que c'est un indicateur de la maladie d'Alzheimer. On va calculer cette métrique chez chaque participant et on va représenter chaque groupe par un diagramme. D'accord ? Ensuite, on va appliquer un seuil arbitraire et on décide d'une direction pour le diagnostic. Par exemple, les personnes qui ont une métrique supérieure au seuil vont être qualifiées de malades et celles qui vont être en dessous du seuil vont être qualifiées de saines. La direction va dépendre du type de métrique. Alors une fois qu'on a posé un seuil, on peut calculer le taux de vrais positifs et de faux positifs parce qu'on a notre vérité terrain. On sait qui est effectivement malade et qui est sain. Et on a posé notre seuil. Alors regardons maintenant l'effet du seuil sur la sensibilité et la spécificité. Parce qu'on a mis le seuil à cet endroit, on aurait pu le mettre à un autre endroit. Qu'est-ce qui se passe par exemple si le seuil augmente ? Eh bien, si on augmente le seuil, le taux de faux positifs diminue, donc la spécificité augmente, ce qui est bien. Par contre, on détecte moins de personnes malades. Donc le taux de vrais positifs diminue, ce qui est moins bien. Voyons maintenant ce qui se passe si on diminue le seuil. Là, on va détecter moins de personnes saines parmi celles qui sont effectivement saines. Donc le taux de vrais négatifs diminue, donc la spécificité diminue. Par contre, on va détecter plus de personnes qui sont effectivement malades. Donc le taux de vrais positifs augmente, et la sensibilité augmente. Alors maintenant qu'on a compris comment le seuil agit sur la sensibilité et la spécificité, voyons comment construire une courbe ROC. Alors en ordonnée de la courbe ROC, on trouve la sensibilité de 0 à 100%. Parfois la sensibilité va être exprimée entre 0 et 1. Donc ajustez-vous selon le contexte. En abscisse, vous trouverez la spécificité. Alors attention, notez que l'axe est inversé. Le coin en bas à gauche correspond à une sensibilité de 0 et une spécificité de 100%. Parfois, les courbes ROC vont être représentées avec 1 moins la spécificité. Donc, ça va dépendre. Ajustez-vous selon le contexte. Alors maintenant, on va placer un seuil arbitraire. Ici, par exemple. On calcule la sensibilité et la spécificité et on rapporte ce point sur le graphique. Maintenant, on fait varier le seuil
arbitrairement de façon à échantillonner un nombre raisonnable de valeurs. Et ensuite, on interpole les points de façon à reconstruire une courbe. La courbe ROC passe nécessairement par les points 100, 0 en bas à gauche et puis 0, 100 en haut à droite. Alors à quoi sert la courbe ROC et comment l'utiliser? Une utilisation classique de la courbe ROC est pour le choix d'un seuil afin de poser un diagnostic. Ce seuil est un compromis à trouver entre la spécificité et la sensibilité du test en question. Typiquement, pour une maladie dangereuse, comme le cancer, où les patients malades doivent absolument être diagnostiqués le plus tôt possible, on préfère une grande sensibilité. On va être le plus certain de ne pas louper des patients dans notre test et de diagnostiquer le plus de personnes malades comme étant malades. Par contre, pour des maladies bénignes à forte prévalence, comme le rhume ou la grippe, et pour lesquelles les coûts de prise en charge par le système de santé sont élevés, on va préférer limiter le taux de faux positifs et donc favoriser une forte spécificité. Parce qu'on ne veut pas encombrer inutilement le système de santé. La courbe ROC est également utilisée pour comparer deux tests diagnostiques. Par exemple, si vous travaillez sur une nouvelle technique d'imagerie non invasive et que vous pensez avoir trouvé un test plus performant que le test standard, vous devez utiliser la courbe ROC pour démontrer le bénéfice de votre test. Alors comment procéder quantitativement? Vous pouvez quantifier l'aire sous la courbe, ou Area Under Curve, ou AUC. Et si l'AUC de votre test super duper est plus grande que pour le test standard, alors vous avez gagné. On note que calculer l'aire sous la bisectrice, comme on le fait ici, revient au même que de calculer l'aire complète sous la courbe, en incluant le triangle en bas à droite. D'accord. Par contre, que se passe-t-il si la courbe ROC de votre test super duper est confondue avec la bisectrice, comme c'est le cas ici? Ben, si un jour vous proposez un test diagnostique avec une courbe ROC comme ça, et ben dans ce cas-là, vous avez votre test, finalement, il a une chance sur deux de se tromper dans le diagnostic. Donc, en d'autres termes, le test diagnostique, il sert absolument à rien. Alors voici un quiz dont le but est de construire une courbe ROC. Alors dans cet exercice, l'objectif est de valider la performance du test qui consiste à mesurer la thyroxine T4. Alors, la solution va se trouver dans les acétates. Voilà, nous avons fini le cours sur la quantification de la qualité d'une image. Alors faisons un bref résumé du spectacle. Nous avons défini le contraste global par la fonction de modulation, puis nous avons introduit la notion de contraste local. Nous avons ensuite parlé de la résolution, qui est définie par la largeur à mi-hauteur, FWHM en anglais. Nous avons également vu comment caractériser la réponse impulsionnelle de ligne LSF pour un système à réponse symétrique et isotrope. Nous avons ensuite parlé du bruit, qui est caractérisé par une variable aléatoire. Nous avons vu qu'on pouvait, dans certains cas, décrire la distribution de ce bruit par une loi gaussienne ou une loi de Poisson, par exemple. Et le type de distribution dépend notamment de la physique d'acquisition du système. Connaître la statistique du bruit nous permet ensuite de quantifier le rapport signal à bruit, ou SNR en anglais. Nous avons ensuite abordé la notion d'artefact dans les images. Alors, point important, contrairement au bruit, les artefacts sont des phénomènes non stochastiques, parfois des effets systématiques, comme les distorsions. Enfin, nous avons abordé le concept d'exactitude de diagnostic à partir des images. On a notamment défini les concepts de sensibilité, spécificité et courbe ROC. Ça, c'est des choses importantes dont il faut se souvenir. Alors, le cours d'aujourd'hui était basé sur le livre Prints and Links, le chapitre 3. Pour le prochain cours, j'invite ceux qui ont accès au livre
à lire le chapitre 4, ou bien vous pouvez déjà consulter les acétates du prochain cours sur Moodle, que je vais mettre à jour la semaine prochaine. Voilà, ceci conclut le cours. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et suite au prochain numéro.